Si je vous dis année 2000, supercar allemande, Stuttgart et V10 atmosphérique, vous pensez à... Oui, la Porsche Carrera GT. On est dans le début des années 2000 et Ferrari lance la Enzo et Mercedes en collaboration avec McLaren la SLR. Et Porsche voulait eux aussi, après leur victoire en 98 au Mans, de lancer une nouvelle hypercar qui va avoir pour rôle de succéder et de mieux faire que la Porsche 911 GT1. Dans les années 90, Porsche est motoriste pour l'écurie de Formule 1 Footworks. À l'époque, c'était des V12 que la marque allemande avait développé pour l'écurie. Sauf que les moteurs, ils étaient relativement mauvais. Mais quand je vous dis mauvais, c'est vraiment mauvais. Et par la suite, Porsche vont décider de faire des V10. Sauf qu'en plein milieu du contrat avec Porsche, Footworks décide de leur dire bye bye, et donc le contrat est totalement rompu, et Porsche se retrouve à la rue avec des V10 sur les bras. Les ingénieurs Porsche ils vont vouloir le réutiliser pour l'endurance aux 24 heures du Mans. Mais le moteur est drastiquement amélioré puisqu'il passe de 3,5 litres à 5,5 litres, la fiabilité est revue de fond en comble. En clair, Porsche ont fait une refonte complète du moteur. Alors si l'on veut, le moteur, entre guillemets, il a été inauguré dans un prototype qui porte le nom de LMP 2000 pour Le Mans Prototype 2000. Ouais, ils sont pas allés chercher bien loin. Et c'est alors qu'on peut se dire que tout se présentait bien pour Porsche. Mais il faut apporter une petite précision. C'est que Porsche fait partie du groupe Volkswagen et avant, à la tête de ce magnifique groupe, un certain Ferdinand Piëch, bien connu par tous les passionnés, aurait apparemment, à prendre avec des pincettes, hein, c'est une anecdote, aurait apparemment débarqué chez Porsche en étant un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu grincheux et a fait comprendre aux ingés Porsche que le développement du moteur pour l'endurance, là, on s'en cogne. Et que là, va falloir bosser sur un projet et un projet en particulier que tout le monde connaît puisqu'on parle d'un SUV Porsche. Ce fameux SUV Porsche était le Cayenne. Alors le moteur V10 finit donc au fin fond des stocks de chez Porsche définitivement. Enfin, c'est ce que tout le monde pensait jusqu'à l'arrivée d'un concept car par Porsche qui a dû être fait dans la précipitation afin que Porsche puisse l'exposer au Mondial de Paris en 2000. Parce que oui, il fallait bien qu'ils se dépêchent pour rivaliser avec les futures arrivées des super et hypercars. Parce que, comme je l'ai annoncé plus tôt, il y avait Ferrari qui se ramenait avec la Enzo, Mercedes avec la SLR, et on parlait même de Bugatti qui allait se repointer avec une Veyron qui avait plus de 1000 chevaux. Vous savez, la fameuse avec le 1001 chevaux. Incroyable. Bon, la conception, elle était simple. En gros guillemets, déjà d'abord, faut de l'argent, ok? Par la suite, il faut un châssis, qui d'ailleurs celui-ci sera entièrement en carbone et d'une légèreté, mais un poids plume. Vraiment un poids plume. Et enfin, vous vous en doutez bien, pour faire avancer tout ça, il faut un moteur qui puisse rouler et atteindre des vitesses convenables. Et chez Porsche, des vitesses convenables, c'est minimum 300 km/h. En même temps, c'est Porsche, hein, les gars, faut pas... Évidemment, vous le voyez arriver, ce fameux moteur sera le V10 qui a été laissé à l'abandon dans les stocks de Porsche. On est de bon matin, et avant l'ouverture du mondial de l'auto, Porsche, ils ont invité tout un tas de journalistes à patienter à l'Arc de Triomphe. Mais ils ont pas indiqué la raison, hein. Porsche, ils aiment bien faire ils aiment bien faire les mecs mystérieux. Alors les journalistes patientent, sous le froid et la nuit, quand soudain, au loin, un ovni d'un gris luisant, résonnant à travers l'avenue des Champs-Élysées, avec un blason Porsche, débarque dans le plus grand des calmes, avec au volant quand même Walter Röhrl. Pour ceux qui savent pas, Walter Röhrl, c'est un pilote de rallye allemand, 2 fois champion du monde et qui accessoirement a déjà gagné Pikes Peak. Voilà. Les journalistes ont alors leur cœur qui s'emballe pour la voiture, et suite à ça, Porsche reçoit 500 commandes de la voiture, et ces 500 commandes vont lancer la production de celle-ci de 2003 à 2006. Alors lorsque la Porsche arrive entre les mains des propriétaires, beaucoup vont se rendre compte que c'est une machine à ne pas mettre entre de mauvaises mains. La raison, elle est simple, 612 chevaux avec un moteur passé de 5,5 litres à 5,7 litres sur les roues arrière sans aucune aide à la conduite, donc pas de SP, avec un ABS qui coupe légèrement les gaz si tu mettais le pied dedans, mais qui ne freinait absolument pas la voiture, bah non, pourquoi faire? Et dedans, sinon il n'y avait pas grand chose à part une direction assistée qui était présente avec une boîte manuelle 6 rapports. Et étant donné que la voiture avait un moteur dérivé de la course, elle possédait certains attributs qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, notamment un embrayage en carbone qui faisait le poids d'une plume et la taille de celui d'une moto.
moto. J'ai vulgarisé. Mais la voiture n'avait aucune inertie. Et donc par conséquent, lorsque tu avais le malheur d'écraser un tout petit peu fort la pédale d'accélérateur, la voiture hurlait jusqu'au rupteur. Et ça faisait quasiment la même chose à la décélération, c'est-à-dire que la décélération était instantanée. La voiture à piloter faisait et fait encore très peur si l'on s'amuse à la pousser dans ses limites. Que ce soit un conducteur lambda ou un pilote professionnel, hormis Raoul, personne n'arrive à dompter la machine. Walter Röhrl dira même aux journalistes que c'est la voiture la plus dangereuse jamais construite. Rien que ça. Ce qui par conséquent va entraîner que 20% de la production de celles qui étaient déjà vendues à ce moment-là, elles étaient déjà détruites. Alors pour rouler une voiture et que ça accroche bien, faut pas des pneus faut pas des pneus de merde. Et pour ça, Porsche a fait appel à Michelin. Cependant, même en étant au max de leur technologie, Michelin n'arrivera pas à développer des pneus assez performants pour la voiture. Et c'est seulement 7 ans plus tard qu'ils réussiront à développer des pneus qui taillent mieux aux jantes et au comportement de la Carrera GT. Pas mal, non? C'est français. Évidemment, dans son lot de crash, la Carrera GT a emporté avec elle une personnalité en particulier, Paul Walker. Je pense que personne n'a pu passer à côté de cette info en 2013. Malheureusement, il y perdra la vie du côté passager avec son ami Roger Rhodes, pilote professionnel qui était au volant, après avoir percuté de plein fouet un poteau et 2 arbres, ce qui coupera la voiture en deux et perforant le réservoir d'essence qui va entraîner un terrible incendie. La voiture, au cours de sa production, sera vendue à 1270 exemplaires au prix de près de 400 000 € neufs, ayant au catalogue comme couleur le noir, le gris, le rouge et le jaune. Évidemment, elle connaîtra son lot de modifications effectuées par des préparateurs comme Gembala ou encore Ruff. Aujourd'hui, la voiture a énormément décollé, puisque désormais sa cote est dans les alentours des 2 millions d'euros pour un modèle peu kilométré. Et bien voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire puisque ça fait partie d'une de mes voitures préférées. Même si je pense que mes proches sont pas vraiment d'accord à ce que je l'ai un jour, puis même je pense que même mon compte en banque n'est pas d'accord pour que je l'ai. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous.